Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Iconic Business, un univers digital et une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. Horlogerie suisse, française et japonaise. C'est le savoir-faire nippon dans lequel nous allons plonger aujourd'hui. Grand Seiko dans Iconic Business, inspiration nature pour une marque qui a réussi à franchir, à dépasser les frontières. Frédéric Bondou est le président Grand Seiko Europe et il est avec nous dans quelques instants. De l'excellence et la quête d'excellence, LVMH a lancé la 3e édition de sa tournée You and Me pour trouver couturiers, maroquiniers, conseillers de vente en France mais aussi en Italie cette année. Alexandre Bockel, directeur des métiers d'excellence chez LVMH et dans Iconic Business. On vient de refermer une nouvelle page. Fashion Week, une marque en a profité pour se lancer. Casabat, du nom du chausseur des stars. Reportage à retrouver avec Eva Jaco. C'est Iconic Business. Bienvenue. Cette semaine, dans Iconic Business, Frédéric Bondou, président Grand Seiko Europe. Bonjour. Bonjour. Le savoir-faire japonais dans Iconic Business. Grand Seiko joue dans la cour des grands de l'horlogerie. Il n'y a pas que l'horlogerie suisse, il n'y a pas que l'horlogerie française. C'est d'ailleurs pour répondre initialement à la concurrence, à l'offre internationale que Grand Seiko a été pensé et imaginé. Absolument. En 1960, Seiko, la compagnie, est créée en 1881 par notre fondateur, M. Hattori. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive dans les années 50 où on a vraiment une excellence en termes de savoir-faire. Nous avons différents sites de production, un qui se situe à Tokyo, l'autre dans les Alpes japonaises, justement. Et les deux, en fait, sont un petit peu en concurrence et décident de sortir un produit exceptionnel basé sur 3 choses. Le premier, la précision, naturellement. Le second, l'esthétisme. Et la troisième, la lisibilité. Et arrive un produit absolument exceptionnel qui s'appelle, en fait, Grand Seiko, du fait de ça, je dirais, de son excellence. Grand Seiko reste domestique pendant quasiment 50 ans. C'est un produit qui est fait quasiment à la main, uniquement pour l'aristocratie japonaise, et sort en fait des frontières du Japon officiellement en 2010. 2010. On va voir ça précisément avec vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous avez répondu en partie à cette question. Le mouvement japonais, l'identité nippone en matière d'horlogerie, pour Grand Seiko, c'est quoi précisément? Au Japon, on a cette culture particulière de l'excellence dans le savoir-faire. Tout est une question de détail. Et c'est vrai qu'on a chez les Japonais non pas une approche qui va être liée au brand content, mais vraiment en fait à la qualité intrinsèque du produit. Si vous prenez les index ou les aiguilles de nos montres, par exemple, tout est fait à la main. Les engrenages sont faits à la main, ce qui est une chose très très rare aujourd'hui dans le monde. Il y a peut-être 1 ou 2 manufactures suisses qui le font encore, une allemande. On va voir ça précisément justement avec Nathan Cocampo qui va nous en dire plus sur cette identité, sur cette signature horlogère japonaise. La grammaire du design, Takumi, Zaratsu, cela ne vous dit peut-être pas grand-chose si vous n'êtes pas initié à l'horlogerie japonaise. C'est véritablement l'essence, les codes qui ont fait le succès de Grand Seiko à l'international et la renommée plus largement de l'horlogerie nippone qui n'a rien à envier aux grandes horlogeries suisses. Reprenons dans l'ordre, la grammaire du design. Dans les années 60, la maison Seiko souhaite monter en gamme. Taro Tanaka, en charge du design, veut gagner en excellence et va alors créer des principes majeurs, des règles comme colonne vertébrale de la marque, forme parfaitement géométrique, aucune distorsion visuelle. Chaque boîtier doit être unique, des règles qui donneront naissance à la 44 GS en 1967, modèle historique, chef-d'œuvre de la maison qui pose les bases, l'identité de Grand Seiko. Un savoir-faire perpétué par les Takumi. C'est le nom donné aux maîtres artisans japonais qui œuvrent au sommet de leur art. Des mentors, des figures très respectées qui exercent dans les 2 manufactures de la marque présentes au Japon. L'une de leurs techniques, c'est le polissage Zaratsu, une technique unique exercée à la main et qui nécessite de nombreuses années de pratique avant d'être maîtrisée. C'est ce qui donne cette finition miroir au modèle Grand Seiko, le style Grand Seiko très prisé dans le monde de l'horlogerie. Merci Nathan Cocampo, on vous retrouve dans un instant pour les désirables de la semaine. Frédéric Bondou, c'est un peu aussi le mouvement vers le luxe, le storytelling autour de Grand Seiko. Il y a la technicité et évidemment le design, ça va avec. Il a fallu apprendre à développer localement la haute qualité et la clientèle s'est trouvée décennie après décennie. Outre le Japon, il a fallu un certain temps pour que ça s'installe.
Oui, en fait, cette montre était assez confidentielle parce que justement japonaise. Maintenant, il est vrai que les vrais amateurs, en dehors du Japon, ont eu connaissance de cette marque Grand Seiko dans les années 70-80. Et certains d'entre eux ont voyagé à Tokyo pour acquérir une Grand Seiko. Début des années 2000, on commence à voir, je dirais, pas mal d'aficionados européens, américains, qui commandent sur Internet des Grands Seiko directement au Japon. Le Japon, à ce moment-là, enfin, le management de Seiko Watch Corporation se dit, est-ce que c'est le bon moment pour pouvoir, en fait, exporter enfin, en fait, sortir Grand Seiko de l'archipel. On a là un phénomène intéressant qui est la perception de Seiko par rapport à Grand Seiko. Seiko est une marque de volume, de très haute qualité, à un prix très abordable, alors que Grand Seiko a un ADN beaucoup plus pointu en termes de finition, en termes de savoir-faire et d'excellence. On est sur du mass market et du luxe d'un côté et d'un autre. Après, la perception de Grand Seiko à l'extérieur du Japon naturellement en fait très liée à celle de Seiko. On a vraiment avec Seiko la même histoire, on n'a pas la même destinée. Donc il a fallu séparer les deux maisons, ce qui a été fait en 2017 officiellement. Où c'est devenu une marque indépendante. Absolument à part. Et pour cela, nous avons créé différentes filiales autour du monde et nous avons accompagné ce développement avec des boutiques. Naturellement, la première grande boutique en dehors du Japon a été créée à Paris pour fêter le 60e anniversaire de la maison, qui était à la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle dans la culture japonaise. Ça a été acté et ouvert, cette boutique Place Vendôme, au mois de juin 2020. Évidemment, il fallait être Place Vendôme. Naturellement. C'était le symbole international du luxe. Nous avons récemment ouvert, il y a un an, à Marina Bay Sands, à Singapour, une énorme boutique aussi Grand Seiko. Il y a quelques semaines, j'étais à New York pour l'ouverture Madison 55, 420 mètres carrés de surface de vente. Donc oui, on investit dans les endroits très stratégiques. Donc on est quand même au début de la politique retail. On est au début de la politique d'intégration. Il est vrai que le retail est complémentaire du wholesale dans le sens où le retail donne un message qui va être celui de la marque. Mais on a besoin effectivement... Et celui de l'expérience aussi, pour cette marque-là. Absolument. Ça va faire très particulier. Je dis souvent que nous parlons le même langage que les Suisses. On n'a pas la même sémantique. Donc cette sémantique, il faut effectivement ouvrir peut-être le dictionnaire japonais, en tout cas de l'éducation technique japonaise, pour pouvoir comprendre notre spécificité technique. Avec des collections plus exclusives, des collections plus limitées. Pour susciter la désirabilité, il faut que les collections soient plus limitées. Oui, on a beaucoup de collections locales ou régionales. Il n'empêche que... Selon les marchés, donc vous répondez à une attente selon les marchés. Ce qui est intéressant, c'est une question assez intéressante. Quand on a commencé Grand Seiko en Europe, il y a 4 ans, on était vraiment enclin à avoir ces nouveautés et ces pièces limitées pour tirer les ventes vers le haut. Aujourd'hui, ces éditions limitées et ces pièces exclusives représentent à peine 10% de nos ventes sur ce fiscal. Ça veut dire qu'on a réussi en 4 ans à imposer la marque et à imposer une collection qui est vraiment référente. Et ça, c'est intéressant. Et ça veut dire qu'à l'heure actuelle, le panier moyen, entre guillemets, chez Grand Seiko, il est de combien? En Europe, on va être de 1 500 €, taxes comprises. Et est-ce qu'il y a un marché où, justement, on est plus abouti, plus mature en termes de panier? Est-ce que ce sont les États-Unis? Est-ce que ça reste l'Asie? Alors, le marché historique est le marché japonais domestique. On a un prix moyen qui est légèrement inférieur par rapport au marché international parce que une grosse partie de la collection est encore équipée de mouvements quartz, ce qui n'est pas le cas en Europe ni aux États-Unis. Quel pourcentage, quelle proportion à l'heure actuelle en ligne et en physique? Alors, c'est intéressant. On a eu vraiment un démarrage très doucement, très doux en fait sur Grand Seiko Europe, sur l'e-commerce. Aujourd'hui, c'est à peu près 5% des ventes au niveau européen. Si je prends par contre le marché américain, où là, on a une boutique qui opère depuis maintenant presque 8 ans, qui est la première boutique en termes de chiffre d'affaires du marché nord-américain, on va être sur quasiment 18% des ventes. Je fais un calcul rapide, mais c'est 18% des ventes globales sur le marché nord-américain. La Fashion Week prêt-à-porter à Paris, c'est terminé. Et Eva Jaco a suivi à cette occasion Casabat, une marque qui en a profité pour se lancer. Elle n'est pas si méconnue, je vous propose de regarder. Ses chaussures ont foulé les tapis rouges pendant des décennies. Il a chaussé les plus grandes stars, de Madonna à Sarah Jessica Parker, en passant par Lenny Kravitz ou encore Taylor Swift. Jean-Michel Casabat revient en France pour lancer sa marque éponyme, Casabat, une marque qu'il veut très pop couture. C'est ce qu'il nous explique. Pourquoi pop? Parce que pop, c'est l'univers des coloris, des matériaux qu'on utilise. Et couture, c'est tout le travail
artisanale que j'aime développer avec des petits artisans. Casabat prend une attention toute particulière aux couleurs et aux matières et remet l'artisanat au premier plan. Dans le thème organza, vous voyez ce modèle très couture. Nous prenons des morceaux d'organza de différentes couleurs et que nous piquons à la machine, ce qui fait minimum 2 heures de travail sur une paire comme celle-ci. Là, vous avez la version sandale. Aussi, très important de ne pas oublier, pour les red carpet ou les Oscars, Festival de Cannes, les modèles sexy à plumes. Thème nouveau dans l'univers de Casabat, c'est d'utiliser des ornements réalisés de cristal de couleur, comme dans cette sandale, avec un très bel ornement en forme de scarabée. Je tenais quand même à vous présenter cette œuvre d'art, qui est une boots faite à base de jeans recyclés, qu'on a effiloché et brodé au métier à tisser, dans lequel nous avons rajouté une pointe de fil d'or et fil d'argent. Une collection de 60 références qui célèbrent la femme à tous les moments de la journée. La babouche pour le matin, la boots pour aller travailler, la sandale trotteur pour l'apéro avec une copine et la sandale cocktail pour le dîner avec votre mari. La collection sera disponible dès juin en ligne. D'ici là, Casabat est en train de mettre en place sa stratégie commerciale et envisage l'ouverture d'une boutique éphémère à Paris en septembre. Alors les grandes maisons, elles sont installées quand se pose la question de la spéculation des enchères de la seconde main. Vous avez des archives, un héritage japonais, Grand Seiko, des modèles déjà installés sur un marché local. Est-ce que ça y est, c'est entré aussi, vous figurez parmi des produits qui se vendent, qui se revendent en seconde main? Alors oui, c'est intéressant de noter, dans le sens où, comme je vous l'ai dit, la marque est relativement neuve. Elle est sortie en fait du territoire japonais il y a à peine 15 ans. Donc il y a peu de parcs de produits en dehors du Japon. Il n'empêche, depuis maintenant 2 ans, toutes les ventes aux enchères, que ce soit Sotheby's, Christie's ou d'autres maisons, ont parfois dans leur portefeuille des pièces Grand Seiko. Et chaque fois, les Grand Seiko ont été au-dessus de l'estimation initiale. Chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. Frédéric Bondou est l'homme des moments simples et réels à partager, parce qu'en tête de votre top 3 des iconiques, une brasserie parisienne en famille. Bon, je suis sûre que vous avez quand même une adresse à nous laisser. Oui. Ah bah oui. Je ne devrais pas, le Valois, c'est place Rio de Janeiro. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, moi, j'arrive à un âge dans ma vie où mes enfants sont presque élevés. Dans quelques années, ils seront partis de la maison, en tout cas du nid. Et tous les moments où on peut passer encore tous les 5 en famille à partager des choses simples mais vraies sont des choses qui sont pour moi rares et j'en profite. Dans la continuité, une balade sur une plage des Landes au crépuscule, on a le tableau, on a la photographie. Là aussi, pour vous, c'est un moment privilégié, un moment luxueux. Oui, c'est une métaphore dans le sens où aujourd'hui, les moments, le temps est un luxe et profiter de l'instant présent, c'est une chose qui est tellement importante. Merci Frédéric Bondou, président Grand Seiko Europe, d'avoir été dans Iconic Business. Dans un instant, les métiers d'excellence chez LVMH avec Alexandre Boquel. Iconic Business, le luxe by BFM Business. Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Avec nous aujourd'hui Alexandre Boquel, directeur des métiers d'excellence chez LVMH. Bonjour. Bonjour. Et Nathan Cocampo, votre sélection cette semaine, la Comédie Française vend ses costumes. Là aussi, on est dans l'excellence. Oui Audrey, tous les jeudis, le théâtre parisien ressort une trentaine de pièces portées sur scène, des robes, des vestes militaires, des capes. Les prix vont de 50 à 500 €. Une étiquette indique à chaque fois quel acteur l'a porté, en quelle année, sur quelle œuvre. La direction explique devoir faire de la place dans ses stocks qui comprennent plus de 50 000 pièces. Rendez-vous donc chaque jeudi à midi jusqu'en avril dans la boutique du théâtre. Omega dévoile sa nouvelle création pour les Jeux Olympiques de Paris. Évidemment, une montre en édition limitée composée d'or 18 carats est vendue exclusivement dans certaines boutiques parisiennes. Cadran céramique et verre saphir bombé, sans oublier la flamme olympique sur la trotteuse des secondes. À l'arrière, un médaillon d'or, là aussi en l'honneur des Jeux Olympiques. Une montre à 9 000 €. Omega, le chronomètre officiel des Jeux Olympiques depuis 1932. On surfe largement sur les JO. Jacques Mus qui fête déjà ses 15 ans, Nathan. Oui, déjà lors d'un défilé, un show d'anniversaire prévu en juin à
à Capri, direction la Casa Malaparte, les pieds dans la Méditerranée. La mythique villa couleur rouge des années 40 a accueilli plusieurs tournages de films, dont Le Mépris de Godard, un cadre magnifique aux lignes géométriques et au panorama d'exception pour présenter la collection automne-hiver 2025 du créateur originaire du sud de la France. Le chef Yannick Aleno lance un brunch étoilé dans son bistrot Pavillon Paris. Rendez-vous donc tous les dimanches pour un petit déjeuner ultra gourmand, évidemment des viennoiseries, des confitures, mais aussi une omelette au lard de colonnata et un hot dog de homard, Audrey, rien que ça. Ouais. 145 € par personne pour déguster un brunch d'exception au comptoir donnant sur la cuisine ouverte. On a toujours aussi faim après. Merci Nathan Cocampo pour votre sélection cette semaine. Avec nous, Alexandre Boquel, directeur des métiers d'excellence chez LVMH. Alexandre Boquel, le luxe, c'est de l'émotion et du talent. Vous êtes quoi, un dénicheur et un révélateur de talent ? Incubateur de talent, mais effectivement, j'aime beaucoup tous ces mots parce qu'on invite les gens à révéler le talent que des fois ils s'ignorent, parce qu'on a énormément de métiers dans les métiers d'excellence, des métiers dans l'artisanat, dans la vente, dans les hôtels, et peu de personnes savent les talents qu'ils peuvent avoir dans ces métiers. Donc nous, on est là justement pour leur dire, vous ne le savez pas, mais vous êtes peut-être le joaillier de demain. Il y a ça qui sommeille en vous. La 3e édition de la tournée You and Me chez LVMH, encore plus de postes, encore plus de candidats ? Oui, alors c'est vraiment des signaux très positifs qu'on envoie. On a en France 3500 postes à pourvoir cette année. Et tout type de contrat. Ça peut être des stages, des CDD, des CDI, des contrats d'alternance, des contrats d'intérim. Donc c'est vraiment l'ouverture est très large vers nos maisons. Et ça, on veut les faire connaître. Mais ça veut dire qu'il y a encore plus de postes, encore plus de candidats, encore plus de curieux. Ça veut dire qu'il y a un meilleur fléchage et une meilleure image de ces métiers aussi ? En tout cas, moi, je remarque qu'il y a un chemin fou qui a été fait en quelques années. 20 ans, parce que ces métiers d'artisanat qui sont des métiers incroyables, qui font rêver et qui, quelque part, nous relient à quelque chose de l'ordre du beau, presque du sublime, c'était, il y a encore quelques années, des métiers qui n'étaient pas valorisés. On n'en parlait pas du tout dans les collèges, on avait du mal à les exposer aussi. Et c'est vrai que le temps a fait son chemin et que maintenant, ces métiers, on les voit de plus en plus. Ils sont visibles, ils sont de mieux en mieux compris par les jeunes qui ont appris à les connaître. Et on voit que ça déclenche des vocations incroyables. On a eu cet événement à Paris, le coup d'envoi de cette tournée qui était fin janvier. Et c'était incroyable de voir le nombre de jeunes qui sont venus, qui connaissaient un peu ces métiers, mais surtout qui étaient avides d'en savoir plus. Il y a aussi, parce que, faut pas se mentir, le luxe est un pourvoyeur d'emplois et un créateur de valeur, au sens propre, au sens figuré. Et puis à l'heure où on parle de remplacement de métiers et de savoir-faire avec l'intelligence artificielle, on se dit qu'on est dans le concret. Ah, on est vraiment dans le concret. Alors moi je n'oppose pas l'innovation avec la tradition. C'est toujours au service d'eux, c'est des outils nouveaux. Et je crois que tous les métiers s'en sortent grandis quand on sait maîtriser ces innovations qui nous amènent vers des métiers 2.0 et qui nous permettent de faire des objets encore plus incroyables. Mais oui, je pense que c'est un peu le paradoxe dans ces générations ultra connectées, qui sont en permanence sur leur smartphone, sur les réseaux sociaux, de voir à quel point ils ont aussi maintenant le goût du temps long, c'est-à-dire de prendre le temps d'apprendre, de prendre le temps de travailler sur un bel objet, avec des belles matières, et quelque part, avec ses mains, de réaliser un objet qui est sublime et presque hors du temps aussi. 3e édition, vous le disiez, plus de 3500 opportunités en France, jusqu'au 27 mars en France, Orléans, Clichy-sous-Bois, Reims, Lyon, il y a eu Paris, et en Italie, Florence, Padoue, Naples. C'est une nouveauté de mobiliser aussi l'Italie. Mais c'est important parce que ces métiers de savoir-faire, vous le savez, le groupe LVMH, c'est 75 maisons. Ces maisons, elles ne sont pas toutes en France. Non. On a des maisons italiennes qui sont incroyables, Fendi, l'Europiana, Bulgari, par exemple, pour en citer que quelques-unes. Et ces maisons, elles ont les mêmes problématiques qu'en France. Les mêmes opportunités aussi, c'est-à-dire qu'elles ont des emplois à pourvoir. Et là aussi, il faut aller chercher les jeunes générations, les personnes en reconversion pour leur dire « Venez, soyez pas intimidés par ces grands noms qui vous font rêver, mais qui des fois vous intimident. Nous, on va être là pour vous donner accès à ces maisons et vous accompagner vers les formations et vers le recrutement. » Les métiers, il y a des couturiers, des maroquiniers, des conseillers de vente. Quels sont les profils aujourd'hui recherchés? Parce qu'après, quand il y a beaucoup de candidats, il faut aussi aller dénicher la perle rare. Est-ce qu'il y a encore des talents qu'on a du mal à trouver? Alors, moi, j'ai toujours du mal à savoir quelles compétences exactes on cherche parce que moi, je m'occupe de 280 métiers. Donc, c'est presque 280 profils différents. Et c'est vrai qu'entre un métier dans un atelier où on travaillait, on a vu une très belle montre dans l'horlogerie. Et là, on est dans un travail de minutie, de précision
qui demandent des compétences très spécifiques. Quand on va être en hôtellerie, en restauration, c'est encore un autre savoir-faire. Donc si je devais trouver une espèce de dénominateur commun, c'est en tout cas ce qu'on cherche, c'est nos futurs talents, c'est des personnes qui sont passionnés. C'est-à-dire des gens qui... C'est obligatoire. Ah oui, il faut aimer le produit, il faut aimer s'y investir. Il faut aussi... On est quand même dans des maisons d'excellence. Hein. On a vu ces beaux produits, on a vu le menu d'Yannick Aleno. Pour nous faire rêver comme ça, il faut que les produits soient à la hauteur. Et donc, il faut que les personnes qui travaillent avec nous soient extrêmement exigeantes envers elles-mêmes. Voilà. Est-ce qu'il y a quand même encore des savoir-faire qui sont en tension? On parle souvent de métiers en tension. Est-ce que quand même, dans ces profils, il y a des savoir-faire qu'on a du mal à trouver ou à transmettre? Alors, on va dire qu'il y a deux types de tensions. Il y a déjà des métiers qui sont en forte croissance. C'est une opportunité aussi en France, hein, un métier comme maroquinière. Oui, parce que les maisons sont en croissance et la production doit suivre. Oui, et donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'ateliers. LVMH, c'est pas que Paris, hein, c'est partout sur les territoires. Et donc on a besoin dans nos ateliers de trouver les talents de demain en maroquinerie. Et ça, c'est un secteur qui embauche beaucoup. Donc on a une tension de talents là-dessus. Mais après, on va avoir des métiers qui sont extrêmement... niche, très spécifique. Je pense à la maison Berluti, par exemple, à Maître Bottier. On n'a pas 300 Maître Bottier chez Berluti, mais par contre, trouver quelqu'un qui sache faire de la patine. Et la patine, c'est emblématique de Berluti. Qui sache travailler des formes en bois pour faire des souliers spécifiques pour chaque client. Et toute la chaîne de valeur qui est derrière, ça demande vraiment des personnalités hors normes. Hein, c'est comme un chef 3 étoiles, mais dans le soulier. Et donc ça, on ne le trouve pas non plus tous les 4 matins. Et donc il faut commencer tôt. 100 000 talents dans le monde, plus de 8 000 talents recrutés en 2022 dans le monde. Est-ce que vous considérez qu'il y a toujours un frein à la transmission de ces métiers ou ça a évolué largement? Non, ça a évolué. Vraiment. Et je dois dire que... la nouvelle génération a amené aussi une nouvelle vision de ces métiers. Je pense que ces métiers sont devenus hyper hype en ce moment, et tant mieux. Moi, je ne m'en plains pas parce que c'est des métiers où on a besoin de ces talents, mais on voit vraiment des jeunes qui viennent. L'exemple, ça a été l'étape à Paris. Oui. On n'a jamais eu autant de jeunes. 75% des personnes qui étaient là avaient moins de 23 ans. Incroyable. Dans ces métiers qu'on associe souvent à des métiers de seniors, d'experts, que certains voient comme un peu poussiéreux. Ou de profil en reconversion, mais là, ce n'était pas le cas. Et c'était des jeunes. Donc, je pense que les jeunes générations, maintenant, ont envie d'aller vers ces métiers. Et nous, on a des personnes, des experts de la transmission dans nos maisons qui vont être là pour transmettre. Donc l'équation, elle est en train de se faire très naturellement et on est en train là d'aligner un peu les canaux pour qu'on ait une filière de talents qui soit homogène et régulière. Passion, transmission, l'aboutissement pour vous, c'est la maison des métiers d'excellence fin 2025 à Paris pour réunir pédagogie et patrimoine. C'est un peu votre mission. Oui, ma mission. En somme. Oui. Je ne sais même pas comment définir cette mission. Ma mission, c'est de m'assurer que ces métiers du patrimoine, ils soient en régénération permanente. Il y a quand même une époque où on avait peur que ces métiers qui nous font tous rêver puissent disparaître. Il y a quelques dizaines d'années, l'horlogerie suisse, on a eu des craintes dans les années 70 qu'elle puisse un jour disparaître. Aujourd'hui, voilà. Ça paraît inconcevable aujourd'hui. C'est inconcevable. C'est un métier qui est même un métier qui fait partie du patrimoine et qui est un métier qui est référencé par l'UNESCO. Mais il y a encore 30 ans, il y avait la concurrence des montres digitales et on s'est dit, la jolie montre à mouvement tourbillon, peut-être qu'elle va disparaître. Donc ma mission, c'est m'assurer que tous ces beaux métiers qui nous relient à quelque chose qui va au-delà du business. Je sais qu'on parle du groupe LVMH et qu'on le voit toujours sous l'angle de la performance, mais on a aussi une responsabilité. On est des passeurs de savoir-faire et on a sûrement une mission qui dépasse l'angle du business, qui essaye de transmettre les savoir-faire qui nous font rêver aux nouvelles générations. Donc ça, c'est ma mission. Et quand on arrive à créer cette maison des métiers d'excellence, qui va être un lieu ouvert à tous, où tout à chacun pourra à un moment faire de découverte, de transmission et de relais. Découvrir ces métiers, je me dis que là, quelque part, dans ma mission, j'ai réussi à atteindre quelque chose. Le meilleur ambassadeur, Alexandre Boquel. La tournée You & Me, c'est en ce moment. Ça ne se passe pas uniquement à Paris. Merci Alexandre Boquel, directeur des métiers d'excellence chez LVMH, d'avoir été dans Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. C'est toutes les semaines sur BFM Business, dès à présent sur le site, l'appli et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.